Aujourd'hui, en 2023, nous sommes en train déjà de discuter d'une troisième Egalim, Egalim 3. Bon, le terme est certes un peu galvaudé, mais nous sommes déjà en train de discuter d'Egalim 3. Ça veut donc dire qu'il y a évidemment des failles dans ce qu'a voulu faire le législateur. On peut faire tous les efforts qu'on veut en matière de législation. La prise en compte du coût de production, elle est réelle grâce à Egalim, mais elle n'est que partielle. Et on ne peut pas arriver à indexer les produits, le coût du produit final sur le coût de production en permanence, parce que sinon ça risque d'aboutir à un prix des produits Made in France qui soit complètement déconnecté du prix des produits qu'il va y avoir en compétition dans les étals du supermarché. Mais là où je te rejoins, c'est qu'on a quand même un besoin absolu de régulation des marchés agricoles. Aujourd'hui, pour moi, ça relève plus du rôle de la PAC et de l'Union européenne que de ce que peut faire la France seule au sein d'un marché ouvert. Moi, j'avais envie de dire à- à Aurélie et à Julien qui sont jeunes, qui connaîtront peut-être Egalim 9, hein, je ne sais pas, Egalim 10. Voilà, il me semble qu'aucune de ces intentions n'était mauvaise. Elles ont toutes apporté des éléments utiles. Mais tant qu'on aura une oligarchie dans les centrales d'achat et une telle dispersion des producteurs en termes d'organisation, je pense qu'on va continuer à faire des correctifs, mais que structurellement, on aura toujours des rapports léonins. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième, c'est que dans Egalim 3 Decroza et Div, si j'ai bien compris, on a deux petits amendements que j'ai eu l'honneur de porter au nom du groupe socialiste qui ne sont pas inutiles. Il y en a un, c'est un clin d'œil à nos hôtes aujourd'hui, c'est l'introduction, la reconnaissance du label commerce équitable comme une faculté dans les négociations commerciales. Bon, c'est qu'une faculté, mais n'empêche que dans la bataille culturelle, c'est important. Donc des distributeurs, des producteurs, des transformateurs pourront dire demain, nous on s'appuie sur le label privé reconnu d'intérêt public qui est Max Havelaar. Bon. Attention, parce que derrière, je voudrais voir tous les enjeux auxquels ne fait absolument pas face Egalim et les différentes lois Egalim depuis le départ, parce qu'on le voit aujourd'hui. Le BE certes augmente, il diminue pour la production porcine, il diminue pour les fruits et légumes. Il y a toujours les deux gros problèmes qui subsistent pour les revenus agricoles. Un, leur énorme volatilité, c'est-à-dire qu'on laisse les revenus et les prix fluctuer en fonction des cours internationaux. Et il n'y a aucune remise en cause de cela. Et Egalim ne répond pas aujourd'hui à cet enjeu de stabilisation des prix et des revenus. Et on le voit bien dans les courbes et sur le long terme, il n'y a pas de rupture par rapport à ça. Je pense qu'il n'y a aucune remise en cause du problème de base qui est la dérégulation des marchés agricoles. Donc vous voyez, je ne suis pas un opposant à la en question éventuellement sur le marché des biens alimentaires, dans la négociation. Je suis même au contraire à plutôt protéger, ce qui ne veut pas dire pour autant remettre en cause le libéralisme. Ce n'est pas un sujet qui, à mon sens, est antinomique. Je reviens sur la régulation des prix. Moi, juste quelques propositions, rien qu'en France. Déjà, faire en sorte de renforcer énormément les organisations de producteurs, ce qui nécessiterait quand même de lever un certain nombre de contraintes et voilà, de faire en sorte que ces organisations soient plus fortes. Ensuite, en ce qui concerne la régulation des prix, ça a été dit, faire en sorte qu'on impose réellement le fait de faire respecter les prix rémunérateurs, enfin les prix payés aux producteurs en fonction des coûts de production, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et une régulation des marges. Il y a la question aujourd'hui aussi sur la table d'un panier de produits de première nécessité. À l'inverse, c'est-à-dire pour les consommateurs, avec des prix maximum, c'est-à-dire d'un côté des prix minimums pour les producteurs, une régulation des marges et un panier de produits de première nécessité qui permettent pour les consommateurs, et notamment les consommateurs les plus défavorisés, d'avoir accès à ces produits, notamment les fruits et légumes. Et je finirai sur un levier, pour moi, qui est essentiel, qu'on n'active pas assez, c'est celui de la restauration collective. Et pour ça, ça demande aussi du courage politique et en partie de se confronter aux règles commerciales, du droit commercial, faire en sorte que les marchés publics, il y a une préférence claire, nette et précise dans toute la France, pour tous les marchés publics, pour les producteurs locaux. Et à partir du moment... Voilà, merci Julien, tu pourras revenir sur cet amendement. Voilà, mais quand aura-t-on vraiment une restauration collective qui permet d'appuyer les producteurs locaux qui font la transition bio, qui font la transition agroécologique? Sur les accords de libre-échange, Aurélie, je suis d'accord avec toi, la multiplication des accords de libre-échange, c'est une catastrophe. Maintenant, quel pouvoir a réellement l'État membre aujourd'hui dans un accord de libre-échange? Aujourd'hui, depuis ce qui s'est passé avec le Mercosur, où la France a bloqué,
il y a eu une évolution des pratiques au niveau européen qui fait qu'on scinde les accords. Il y a une partie de l'accord qui relève de la compétence de l'État membre et qui concerne Peanuts, grosso modo. Et tout ce qui est intéressant dans un accord, c'est-à-dire les quotas, c'est-à-dire les règles de réciprocité qu'on peut imposer, tout ça, ça relève exclusivement de la compétence de l'UE et c'est voté à majorité qualifiée et les parlements nationaux n'ont pas leur mot à dire sur la façon dont sont conclus ces accords. C'est le cas pour la Nouvelle-Zélande, c'est le cas pour le Chili et c'est le cas pour tous ceux qui vont venir parce que l'UE a été fortement échaudée par ce qui s'est passé avec le Mercosur. Donc ça, c'est dramatique et ça, effectivement, ça nécessite une réelle mobilisation de la classe politique pour dire on veut avoir notre mot à dire sur tous ces aspects-là des accords de libre-échange. C'est que là, je viens de vous démontrer par A plus B qu'on peut mettre des clauses miroirs, mais qu'au final, c'est même pas contrôlable dans le produit fini. Mais déjà, ce qui est contrôlable au travers du produit fini via les limites maximales de résidus, qui existent déjà pour un certain nombre de produits, on les contrôle même pas. On a un rapport du sénateur Duplon qui date de 2019 ou 2020 qui dit que sur plus de 1600 substances, il y en a 900 qui ne sont jamais contrôlées. Donc c'est bien beau d'envisager des clauses miroirs. Encore faut-il se donner les moyens de vérifier qu'on va les appliquer et de les contrôler. D'où la question du jour à laquelle maintenant sur laquelle je voudrais qu'on se focalise. Là, c'est est-ce qu'on peut imposer un prix? Comment imposer un prix plus élevé? On voit que des organismes privés, soit l'interprofession dans le cadre de la filière comté, soit des labels qui vont le faire indirectement, vont aller fixer un prix minimum. Est-ce que maintenant le législateur, est-ce que c'est pas au législateur de le faire? Et si oui, comment peut-il le faire? C'est quoi les limites et comment surmonter ces limites-là? Qui veut se lancer? Oui, je sais, c'est pas facile. Là, je vais avoir un problème. Merci Julien. Je vais détourner la réponse. Je pense que la politique, toujours du bas prix, du moins 10 ans, portée par certains distributeurs, flingue l'image qu'on peut avoir de l'alimentation, flingue in fine le transformateur évidemment, mais flingue surtout le producteur. Alors on a des collègues, hein, André Chassaigne, régulièrement, peut-être, je sais pas, le groupe LFI, ont proposé un prix fixé par la puissance publique. C'est une proposition. Et je me rappelle un ministre de l'économie qui a fait une grande carrière depuis dans la vie politique et qui répondait à André Chassaigne, mais votre proposition c'est Cuba sans le soleil, quoi. Hein, voilà, c'était la réponse j'avais vue en commission des affaires économiques. Bon, mais le débat mérite d'être posé. Et finalement, Egalim tourne autour de cette question de y a-t-il, avec une série d'indicateurs, un prix minimal? Est-ce que la puissance publique a à dire quelque chose? Dans Egalim, on ne le fait pas. On dit il y a un médiateur, il y a des rapports de force, il y a des règles dans les rapports de force, mais on ne va pas jusqu'à dire qu'il y a un prix public. Pourquoi on ne le fait pas? Je m'interroge, moi. Personnellement, ça ne me choquerait pas dans l'absolu. Comme il y a un prix du foncier et du fermage, j'en reviens à l'autre grande régulation. Le prix du foncier, il est fixé par les SAFER quand elles préemptent. Si le marché est à 3 000 €, elles achètent à 3 000, elles revendent à 3 000. Donc c'est un prix qui est fixé, qui n'est pas le prix du marché le plus élevé. C'est un prix moyen du marché qui est répercuté par les SAFER, à quelque chose près. On simplifie. Hein. Quant au fermage, tout de même, quand on pense au fermage, le courage de Pisani, de Tanguy Prigent, député de gauche et ministre du gaullisme social de l'après-guerre, il fixe par le fermage, qui est remis en cause par une proposition de loi qui arrive peut-être bientôt à l'Assemblée nationale, qui est remis en cause, c'est terrible. Le prix du fermage est fixé par le préfet, après consultation des parties prenantes ayant mesuré l'état de l'économie agricole. Et on oscille entre 1,2 et 1,8% de rendement du capital. Les propriétaires sont sécurisés, c'est du capitalisme au long cours, et les producteurs gardent la marge pour gagner leur vie sur le travail. Donc c'est possible. Dans l'absolu, moi, intellectuellement, je ne suis pas choqué. Sauf que si vous dites à Lactalis ou à un autre que le prix en France, il est fixé définitivement comme cela, et je suis en Lorraine, eh ben, il fait simplement 300 km de plus et il va en Belgique et il charge ses camions et il remplit ses usines comme ça. Alors, Aurélie va nous dire, mais c'est la faute à l'Europe, c'est la faute à machin. Moi, sur ces sujets-là, c'est une petite nuance. Je crois que globalement, l'Europe est une telle chance pour la France et pour le monde que je ne touche pas aux règles européennes. Je cherche à les réformer, mais je n'en déroge pas d'un coup de baguette magique ou parce que ça m'arrange à un moment donné comme pays ou sur un produit. Je veux les réformer.
Et je rêve qu'à l'échelle européenne, des règles de prix minimaux établis de façon conventionnelle puissent garantir le paiement des matières premières à leur juste coût social et écologique. Mais je n'en fais pas une revendication strictement française à l'instant T pour des questions de réalisme. Les multinationales feraient leur marché ailleurs, on perdrait juste les marchés, et parce que c'est une évolution européenne qu'il nous faut plaider, et on sait que les plaidoyers européens s'appellent la démocratie, ça prend un peu de temps, mais regardez voir qui aurait cru que le devoir de vigilance, la déforestation, le travail des enfants, il y a 10 ans, c'était des sujets totalement tabous. Aujourd'hui, c'est des victoires à notre portée. Donc il y a une révolution européenne et il faut l'accompagner. 0,3% des Français qui gagnent plus que 12 fois le SMIC représentent 9 milliards d'euros. Si vous les partagez aux 2 premiers déciles, si vous plafonnez les revenus simplement à 12 fois le SMIC, c'est énorme. 0,3% des Français sont au-dessus seulement. Vous plafonnez, vous redistribuez les 9 milliards aux 2 premiers déciles, c'est les travailleurs pauvres, ceux qui gagnent entre 1300 et 1450 euros. Ça représente quand même 10 millions de Français. Eh bien, ça fait 300 balles à la fin, ça fait 300 euros à la fin sur la fiche de paye. Et ce n'est pas de l'argent magique, c'est à compétitivité égale pour l'entreprise France. Donc la redistribution de la valeur, y compris dans le pouvoir d'achat, qui donnerait à un ménage pauvre la capacité à manger du comté comme produit de première nécessité, et du comté bio, et du comté équitable, eh bien c'est à notre portée, si on a un peu de courage politique, de redistribuer la valeur à tous les niveaux, y compris sur les salaires, pour que les ménages les plus pauvres accèdent à des produits équitables et écolos. L'exception dans l'histoire, elle n'est pas celle jusque dans les années 90, elle est celle à partir des années 90. La dérégulation des marchés dans le secteur agricole est une exception dans l'histoire. Et c'est l'idéologie néolibérale qui nous a emportés là-dedans et qui est une erreur. Avoir des prix rémunérateurs dans le secteur agricole de manière systématique, avec l'État qui fixe des prix, avec des grandes conférences qu'on pourrait faire avec les interprofessions et fixer des prix chaque année, minimum, ce que nous pensons qu'il faudrait faire à l'AFI, voire je pense à la NUPES. Voilà, je pense que là, on serait obligé de déroger aux règles européennes. Voilà. Mais avant d'aller dans des affichages supplémentaires, je pense qu'un travail sur l'affichage de l'origine des matières premières agricoles dans le produit, ce serait déjà très très bien si on avait un décret, une expérimentation française qui a été remise en question par Lactalis, et Lactalis a eu gain de cause et a annulé cette expérimentation française qui permettait d'afficher l'origine du lait dans les produits transformés. Depuis ce décret-là, la viande, le lait, on ne peut plus les afficher, c'est interdit. Et ça, pour moi, c'est hyper problématique. On parle d'un rémunérascore, on n'est même pas capable de regarder, d'avoir une information claire sur l'origine du produit dans un produit transformé. C'est quand même sacrément embêtant. On a eu des très bonnes initiatives parlementaires qui ont permis de rendre obligatoire l'affichage de l'origine des viandes dans la restauration hors domicile. Ça, c'est pareil. Le nombre de restos où je vais et où c'est pas affiché, c'est encore des outils où il faut arriver à faire appliquer la réglementation existante et faire évoluer la réglementation en matière d'affichage de l'origine avant d'aller encore plus loin sur un rémunérascore. Mais à mon sens, la priorité, c'est déjà de savoir d'où ça vient. Et puis, plutôt que le rémunérascore, moi je vous fais une proposition très simple, elle n'est pas démago parce qu'on est ici, mais quand même, le label commerce équitable. Bon, on en fait un instrument de référence pour le commerce. Est-ce que ça peut devenir l'économie sociale, l'économie de référence de l'ensemble de l'économie? Est-ce que le commerce équitable peut devenir le commerce de référence de l'ensemble du commerce? Moi je dis que oui.